Mesdames et messieurs, bonsoir. Les lampions se sont éteints cet après-midi sur la 35e édition du sabre national d'IFA 2014. C'est le lutteur de Niamey, Yacouba Adamou, qui vient de s'arroger la victoire face à Ibrahim Namata de Dosso à l'étant fort de cette finale. La suite, on la connaît, c'est cette finale inédite entre Yacouba Adamou de Niamey et Namata de Dosso. Yacouba dispute sa deuxième finale après celle de Maradi en 2012, tandis que Namata en est à sa toute première finale. Yacouba Adamou Yacouba Adamouka Yacouba Karkasaki Saba ya cere la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma an ga ibrahim sallallahu alaihi wasallam Yacouba Je m'en vais au nom du président de la République, son Excellence Elhaji Mohamedou Issoufou, remettre le sabre national à Monsieur Yacouba Adamou, le champion national, à l'occasion de la 35e édition de la lutte traditionnelle. Je voudrais souligner à cet instant que nous avons assisté à une édition qui a consacré la renaissance de ce sport favori des Nigériens, de l'ensemble des Nigériens. Je voudrais remercier tout particulièrement la Fédération nigérienne de lutte, le comité d'organisation et surtout la région de Difa, la région haute qui a gratifié l'ensemble du peuple nigérien d'une édition exemplaire. Je voudrais au nom du président de la République les en féliciter vivement. Je vais donc sans tarder avoir le plaisir de remettre au champion qui l'a véritablement mérité le sabre national que je pourrais qualifier de sabre de la Renaissance. Je vous remercie infiniment. sabon sarki da sunan shugaban kasa shugaban jamhuriya Isufu Muhammadu wanda ya ma taken takobin farfado da kasa. La lutte traditionnelle et le sport roi au Niger, elle intéresse plus que toute autre discipline, toutes les couches sociales dans notre société, des plus hautes autorités aux citoyens lambda. C'est du reste pour démontrer cet intérêt singulier à notre sport national que le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a décidé de gratifier les acteurs ayant participé à ce championnat, a récit Issouf Kodo. La 35e édition du sabre national vient de connaître son épilogue en présence du Premier ministre, son Excellence Birji Rafini, venu à Difa pour la circonstance. Ce qui témoigne de l'intérêt qu'accordent nos autorités à la lutte traditionnelle, qui, loin s'en faut, n'est pas un simple jeu. La lutte au Niger a une mission très spéciale. Spéciale en ce sens que son rôle est extrêmement important, puisque ça constitue un socle pour l'unité. Et cette édition qui vient de prendre fin a démontré en format géant le rôle fédérateur que joue la lutte. Un vœu cher au président de la République qui, dès l'entame de son mandat, a mis l'accent sur la lutte, élément favorisant l'entente, l'union, l'amitié entre les Nigériens. Aussitôt après, l'occasion s'est présentée et le président Mahamadou Issoufou s'est pleinement investi. Et force est de constater que depuis son instauration, la lutte n'a pas eu cet égard, comme maintenant. Le prix Segolo, la mise en place d'un comité devant réfléchir sur le nouveau code pendant 6 mois. Et cette année, toutes les régions ont été subventionnées pour les préparatifs des éliminatoires. Pour couronner le tout, le président de la République a fait un geste à tous les acteurs sans exclusif et a pris part à cette édition. Hormis les espèces sonnantes et trébuchantes, le président de la République a placé comme d'habitude la barre un peu plus haut.
en accompagnant son geste par une autre donation beaucoup plus significative que la précédente, avec plusieurs tonnages de riz et de mil aux différentes catégories de participants à ce sabre national. Ces images du président de la République devant son poste téléviseur signifient. Dans un autre registre, comme vous le savez, l'hebdomadaire international indépendant, Un Jeune Afrique, dans sa livraison numéro 2714 du 9 mars passé, jetait l'anathème sur le gouvernement du Niger en l'accusant d'avoir livré M. Sadi Kadhafi, fils de l'ancien guide libyen, aux autorités de son pays en échange d'une somme de 20 millions de dollars. Suite à ces allégations, sans aucun fondement, le gouvernement, à travers le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a exercé un droit de réponse dans lequel il a démenti formellement les accusations. Réaction de Jeune Afrique. Dans sa dernière livraison, le journal dit s'être trompé et présente toutes ses excuses à ses lecteurs. Suivant à ce sujet ce reportage de Joari Siaka. Dans sa livraison numéro 2714 du 9 mars 2014, Jeune Afrique, à la page 8 de la partie confidentielle politique et culture et société, a publié Niger-Libye, une livraison à 20 millions de dollars. Cet article fait allusion à l'extradition de M. Sadi Kadhafi. Un droit de réponse a été accordé à M. Bazoum Mohamed, ministre d'État des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Il affirme qu'il s'agit de la part de Jeune Afrique d'une diffamation très grave, attentatoire à l'image et à la réputation du Niger. Des informations de ce genre ont été diffusées ici et là, notamment en Libye, en France et en Tunisie, par certains médias. Mais le gouvernement n'y a pas accordé le moindre intérêt, car leurs auteurs ne lui ont pas paru dignes de mériter une quelconque réaction de sa part. Jeune Afrique est un journal que lisent assidûment les plus hautes autorités du Niger, et c'est depuis des dizaines d'années. Il jouit de leur part d'une estime certaine du fait du crédit qu'ils lui ont toujours accordé. Lorsqu'ils diffusent les concernant une information susceptible de leur porter préjudice, vous comprendrez certainement qu'elle se réserve le droit d'user des moyens légaux appropriés pour se défendre. En ces termes, sachez que M. Sadi Kadhafi est arrivé au Niger en septembre 2011. Nous l'avons accueilli pour des raisons humanitaires et nous avons jusqu'ici refusé de faire droit aux nombreuses et permanentes pressions des nouvelles autorités libyennes exigeant son extradition. Cependant, nous lui avons formellement interdit, ainsi qu'aux officiers de l'ancien régime libyen ayant trouvé refuge au Niger, de se livrer à toute forme d'activité de nature à déstabiliser l'État libyen et susceptible, par conséquent, de porter atteinte à nos bonnes relations avec ses pays voisins. Cette consigne, M. Sadi Kadhafi ne l'a jamais tout à fait respectée. Selon les autorités libyennes, lesquelles n'ont eu de cesse de s'en plaindre en faisant valoir à cet effet des preuves plus ou moins avérées. Au cours du mois de septembre 2013, elles sont revenues à la charge avec plus de force que d'habitude, se plaignant particulièrement de M. Abdallah Mansour, auquel nous avons alors exigé de quitter notre pays. Celui-ci nous a expliqué qu'étant recherché par Interpol, il ne peut aller nulle part ailleurs et s'est engagé par écrit le samedi 21 septembre 2013 à ne rien entreprendre de nature à enfreindre les conditions qui lui sont assignées. Après la guerre qui a éclaté en Libye, dans la région du Sud, notamment au cours du mois de janvier 2014, les autorités libyennes ont apporté des preuves indiscutables corroborant devant l'évidence. Nous avons été obligés de livrer Abdallah Mansour. Par la suite, elles ont apporté des preuves nouvelles et solides indiquant le niveau d'implication de M. Sadi Kadhafi dans des activités subversives portant atteinte à la sécurité de l'État libyen. Que pouvons-nous faire dans de tels cas? Par ailleurs, savoir que nous avons démarché de nombreux pays pour qu'ils acceptent de l'accueillir afin que nous en terminions avec les complaintes et les pressions de l'État libyen. Nous avons, notamment à sa propre demande, démarché les autorités de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda,
du sultanat d'Oman et de l'Algérie sans succès. Remettre M. Sadi Kadhafi aux autorités de son pays nous a paru être la seule façon d'en finir avec un problème qui était susceptible de porter atteinte à notre propre sécurité. L'un des principes de nos relations internationales étant le principe de bon voisinage. Si, comme vous l'affirmez, nous avons échangé M. Sadi Kadhafi contre de l'argent, comment expliquer que nous n'ayons pas songé plus tôt? Comment expliquer que nous ayons parcouru de longues distances pour aller spécialement voir des pays, nous échiner à les convaincre de l'accueillir? Comment expliquer que pendant près de 3 ans, nous ayons entretenu des relations tendues avec un pays où vivent plus d'un demi-million de nos compatriotes qui ont constamment fait part de leur peur? Vous êtes victime d'un préjugé grave qui veut que les dirigeants d'un pays pauvre soient forcément indignes et méprisables. Vous avez totalement tort, car dans cette affaire, nous avons fait preuve de beaucoup de courage et nous étions en droit de nous attendre à ce qu'un journal comme Jeune Afrique nous le reconnaisse. Au lieu de cela, vous nous accablez sur la base des simples préjugés. Face à cette indignation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération du Niger, Jeune Afrique a répondu en ces termes. Nous comprenons l'émotion suscitée à Niamey par ces confidentiels rédigés sans les précautions et vérifications d'usage. Le fait que les autorités nigériennes trouvent ici l'occasion de formuler leur position sur cette affaire ne nous exonère pas de notre erreur. C'est avant publication qu'il convenait de les solliciter et de tenir compte de leurs réactions. Nous les prions, ainsi que nos lecteurs, de nous en excuser. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Nous saluons au passage Jeune Afrique qui a reconnu cette erreur monumentale qui a suscité tant de spéculations. Nous espérons que cette mise au point du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le rectificatif de Jeune Afrique puissent éclairer l'opinion nationale et internationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était cette semaine dans la région de Maradi. Après des visites de terrain, le ministre Wassalke Boukari a présidé une réunion de synthèse de sa mission de travail dans la région. Le ministre de l'Hydraulique dresse ici le bilan de sa mission. Ce déplacement nous a conduit à Zender. Aujourd'hui, nous sommes à Maradi. Nous avons fait des visites sur le terrain, notamment au niveau des forages de production de la Seine. Nous nous sommes rendus également au niveau de l'université de Maradi où nous avons réalisé un forage. Dans l'ensemble, nous avons constaté au niveau de la ville de Maradi, il y a un déficit au niveau de la production en eau potable. Le besoin complémentaire est estimé à environ 8000 mètres cubes jour. Nous avons déjà réalisé 2 forages qui vont être équipés incessamment. Nous avons décidé de faire également, dans le cadre d'un programme d'urgence que nous avons élaboré, 3 autres forages au niveau de la ville de Maradi. Donc, au total, il y aura, dans un délai très bref, 5 forages qui vont être équipés et reliés au système de production déjà existant de la ville de Maradi. Selon les estimations des techniciens, cela pourrait suffire dans l'immédiat pour répondre aux besoins de la population de Maradi. Mais cela ne suffit pas. Nous avons constaté qu'il y a des difficultés. Il y a beaucoup de coupures intempestives au niveau donc, de la fourniture d'énergie électrique. Et nous avons constaté également qu'au niveau de la Seine, la capacité à être autonome en cas de coupure n'est pas suffisante. Là aussi, nous allons veiller à ce que la capacité de la Seine à être autonome en matière de production en énergie électrique en cas de coupure soit nettement améliorée. Au niveau de l'université, là également, à la demande de l'université, du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons réalisé un forage au niveau de cet établissement. Le forage va être équipé de façon à ce que l'université
restent reliés au système de production de la ville, mais ils auront par ailleurs un autre système de production autonome. En cas de coupure, ils ont toujours un volant d'autonomie qui pourra permettre donc à l'université de continuer à fonctionner plus ou moins normalement en ce qui concerne la production en eau potable. Au cours de notre séjour, il nous a été signalé également la nécessité de faire en sorte que, au niveau des forces de défense et de sécurité, le camp de la gendarmerie et le camp de la garde, qu'il puisse y avoir en cas de coupure une production autonome en matière d'approvisionnement en eau potable. Là également, nous avons pris cela en compte et au cours de l'année 2014, il y aura un forage et un système autonome au niveau du camp de gendarmerie de Maradi et au niveau de la garde, au niveau du nouveau camp qui est en perspective. Donc, dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ce déplacement au niveau de la ville de Maradi et vous venez de suivre, nous venons de faire une rencontre avec l'ensemble des acteurs de manière à nous permettre à être sur le même niveau d'information et nous sommes véritablement très satisfaits du résultat de ce déplacement qui nous a permis de mettre le doigt sur les difficultés existantes et par conséquent d'adapter les décisions que nous allons prendre aux besoins réels des populations. Nous avons également été informés du fait que nous avons 3 villes secondaires, c'est-à-dire des chefs-lieux de département, où actuellement l'approvisionnement en eau potable est suffisante. Ils n'ont pas de difficultés en termes de déficit, mais il y a une préoccupation, c'est que ces centres secondaires sont alimentés par un seul forage. Donc, en cas de panne, il va y avoir des difficultés. Donc, là également, nous avons pris tout de suite donc, la décision de réaliser au niveau de ces 3 centres secondaires des forages qui permettront, en cas de panne, donc toujours d'avoir un forage de secours. Cérémonie de remise de 50 motopompes et accessoires aux maraîchers de Falmaï, ce don estimé à 12 millions de francs CFA, offert par l'Haj Ousmane Garba Diego, chargé de mission à la présidence, a été réceptionné par le gouverneur de la région. Compte rendu Ali Hachim et Habibou Bakou. Ce don est composé de 50 motopompes dernière génération et leurs accessoires, parmi lesquels 15 de 5,5 chevaux de grand format et efficaces à tirer les eaux du fleuve et 35 autres motopompes type standard utilisables partout, d'une valeur marchande estimée à près de 12 millions de francs CFA qui ont été offerts gracieusement par Al-Haj Garb Ousmane Mbouga Diego, chargé de mission à la présidence au profit des producteurs et maraîchers du département de Falmey. Ce don constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations, a fait remarquer le préfet de Falmey, Jando Rishi Aglaher, dans son allocution de bienvenue, avant de rassurer les généreux donateurs que ces motopompes iront directement dans les mains des personnes bénéficiaires. En réceptionnant ces joyaux, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Zato Ali, a, au nom de la population de Falmey, remercié les généreux donateurs pour ces gestes combien significatifs, gestes qui s'inscrivent dans le temps et dans la durée. Mieux, il constitue un soutien important aux actions du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est pourquoi le gouverneur de Dosso a invité les autres bonnes volontés de lui emboîter le pas. D'autres orateurs, comme le vice-président du conseil régional de Dosso, Omar Boubacar Difarouk, et la députée nationale Asma Ougarba, ont également intervenu pour saluer ces gestes d'un digne fils de terroir, puis exhorter les populations bénéficiaires dans toutes les actions concourant économiques de notre pays, singulièrement la pratique des cultures irriguées, surtout que la zone du département de Falmey dispose d'atouts et d'énormes autres potentialités en la matière. Sachez avant de terminer que ces motopompes ont été remises aux autorités régionales de Dosso par le donateur lui-même, qui n'est pas d'ailleurs à son premier geste. Al-Haj Ousmane Garba Mbouga a promis aux populations de Falmey que d'autres appuis vont également suivre dans les jours à venir. Le gouverneur de la région de Zender était hier samedi à la Soraz pour voir le climat qui y règne suite à la grève des agents de la dite société. Un reportage Mariam Keita et Fajibouka.
S'imprégner des motifs de la grève des agents de la SORAS, telle est la raison du déplacement du gouverneur au niveau de cette société. Une grève qui résulterait de l'exclusion de quelques agents au CDD, c'est-à-dire contrat à durée déterminée après évaluation. Sans service minimum, cette situation risquerait à la longue d'avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement de la SORAS. Kalla Moutari s'est d'abord assuré des dispositions prises pour le pétrole produit, ce qui fut fait 86 ternes avec l'aide des sapeurs-pompiers, du personnel d'encadrement nigérien et du personnel chinois. Une opération qui sera dupliquée également ce dimanche. Il a par la suite demandé à la direction de l'entreprise et au syndicat du personnel d'ouvrir immédiatement les négociations en vue d'assurer le fonctionnement régulier de l'unité économique et stratégique du pays et de la région en particulier. Une grève se déclare. La société est nigérienne. L'évaluation est un principe car c'est un droit exclusif de toute entreprise. Elle doit être juste et équitable, mais elle est obligatoire sur des installations aussi sensibles que la raffinerie, se résume l'intervention du gouverneur Kalla Moutari avant d'appeler la direction à l'unité et à la responsabilité. Clôture à Maradi des travaux d'une réunion de coordination des interventions et suivi des activités des radioprojets et ONG pour la promotion des pratiques familiales essentielles, PFE, dans les zones prioritaires de l'UNICEF. Les détails avec nos reporters Maman Oumarou et Kassou Moutari. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre de coordination des interventions et suivi des activités des radios, projets et ONG pour la promotion des pratiques familiales essentielles PFE dans les zones prioritaires de l'UNICEF venues des régions de Difa, Zander et Maradi ont eu à échanger et discuter sur, entre autres, comment planifier conjointement les activités des ONG et radios dans les zones d'intervention prioritaires, établir une cartographie des zones d'intervention, répartir les émissions publiques par zone et par radio, identifier les thèmes prioritaires pour les émissions publiques et les modalités d'intégration des interventions et du suivi conjoint, et enfin situer les responsabilités respectives des ONG, les radios, la cellule d'appui à la communication CAC et la direction nationale des médias communautaires. Le directeur national des radios communautaires au ministère de la Communication et des Relations avec les institutions donne des précisions à l'issue de cette réunion. Chargé de fusil d'épaule, puisque nous sommes en 2014. Et 2014, comme vous voyez bien avec moi que nous allons vers 2015, la tête des OMD. Et avec l'initiative de l'accélération pour la tête des OMD, on s'est dit qu'il faut donc tout de suite cibler des zones où, par exemple, les pratiques familiales essentielles n'ont pas été totalement adoptées, ou parfois n'ont pas été du tout adoptées. Et ça, il n'y a que les ONG qui le savent. Les radios, donc, maintenant vont être avec ces ONG pour faire la cartographie des zones et des thèmes qu'il faut développer. Je suis très heureux de savoir que à cette réunion, toutes les parties prenantes y sont. Tous les invités sont venus et honnêtement, on a travaillé dans le sens de la synergie des actions. Les discussions ont été parfois chaudes et même souvent houleuses, mais nous sommes parvenus en tout cas à quelque chose de très intéressant qui fait que dans 1 ou 2 semaines, il y aura des requêtes maintenant qui seront faites en synergie pour que nous puissions tout de suite aller vers la réalisation, en tout cas, de ces émissions publiques et micro-programmes qui sont des émissions phares des radios rurales et qui permettront aux populations vraiment de pouvoir comprendre ces PFE, de comprendre et les adopter. Pour les participants à cette rencontre que nous avons approchée, l'UNICEF collabore étroitement avec les radios publiques, privées et communautaires et ONG dans le cadre de son programme de communication pour le développement et en vue de promouvoir le changement de comportement en faveur de la survie et du développement de l'enfant. Une occasion qui nous est offerte à tous entre nous, les différents partenaires qui œuvrent pour un changement de comportement au niveau rural, d'échanger et de comprendre à quel point les radios peuvent nous apporter un appui pour un meilleur résultat dans la compréhension de ces différentes thématiques. Nous sommes à même d'être très proches de ces bénéficiaires auxquels nous sommes en train de dispenser ces sensibilisations, ces séances de sensibilisation. Or, nous avons les radios qui sont encore plus proches que nous.
Et donc cette occasion a été vraiment exploitée à fond entre nous et ces radios, d'échanger et de prendre des dispositions pour un meilleur résultat et un meilleur objectif à atteindre. Il y a eu tellement de débats, c'était très intéressant parce que nous, ça nous a permis en tant qu'ONG de renforcer les liens qui existaient déjà et de connaître d'autres partenaires qui ont commencé à intervenir dans nos zones d'intervention. Il est à noter que cette rencontre organisée par le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel du travail PAT 2014. Le Niger, à travers l'association des scouts, commémore aujourd'hui la journée africaine du scoutisme édition 2014 sur le thème Scout, développement de la jeunesse et transformation positive de la société, compte rendu Abba Moussa Atouman et Issouf Samaïla. La célébration de cette journée a été marquée ici à Niamey par une marche à travers la ville qui s'est achevée au gouvernorat de Niamey où les scouts ont été reçus par le secrétaire général de la région, M. Zulkaleni Bourema Meiga. Celui-ci s'est réjoui de cette initiative car cela témoigne de l'engagement de la jeunesse dans des actions multiformes pour faire du Niger un havre de paix. Cette année, a souligné le secrétaire général de la région, cet événement, de par sa spécificité, par la thématique choisie au niveau africain, le jeune scout et les organisations de la jeunesse et de la société civile marquent leur adhésion à la préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays, qui est celle de la paix, de la cohésion sociale, l'amour de la patrie et l'esprit de tolérance. M. Bourema Zulkaleni Meiga a en outre indiqué que la culture de la paix est l'un des volets importants que le scoutisme nigérien apporte dans sa contribution à travers le programme éducatif destiné aux jeunes. Il s'est dit rassuré par ce sentiment volontariste qui anime les scouts et l'engagement de les accompagner dans toutes leurs actions. Cette commémoration de la journée a été marquée également par une déclaration des scouts pour la paix et la cohésion sociale dans laquelle un appel est lancé aux autorités du pays et à la jeunesse à rejoindre la grande famille des scouts du Niger, messager de la paix. Le commissaire général est aussi intervenu pour inviter tout un chacun à cultiver la paix, la tolérance, l'acceptation d'autrui. Poursuivant son périple à l'intérieur du pays, la mission du syndicat national des agents des douanes est arrivée à Agadez où elle a rencontré les agents des douanes d'Agadez avant de rendre une visite de courtoisie aux autorités régionales. Les précisions avec Moussa Efalé et Mariko Ibrahim. Après Dosso, Tawa, c'est au tour de la région d'Agadez d'accueillir la mission d'information, de sensibilisation, de formation syndicale et professionnelle du SNAD. Forte de 3 membres, cette mission est conduite par le secrétaire général du syndicat national des agents de douane, le commandant Bouré Mahamidou Mamadou. Les membres de la mission ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou. Ils ont saisi cette occasion pour demander au premier responsable de la région de continuer à apporter son soutien à la douane pour mener à bien sa mission. Le secrétaire général du SNAD a quelques instants après rencontré les agents de douane d'Agadez. Prenant la parole, le chef des bureaux de douane d'Agadez, le colonel Mohamed Abdelrahman, a dit toute sa satisfaction et souhaité par la même occasion la bienvenue à la délégation du SNAD à Agadez. S'adressant aux agents rassemblés tout corps confondus, le commandant Bouré Mahamidou Mamadou a déclaré qu'il s'agit de faire les points de revendication et leur niveau d'exécution du 15e congrès tenu à Niamey du 26, 27 et 28 décembre 2012. Le secrétaire général du SNAD, chef de la mission, revient sur l'objet de la mission à Agadez. Nous allons faire le point des points de revendication du 15e congrès du SNAD tenu à Niamey du 26 et 28 décembre 2012 à Niamey. Il y a 6 résolutions et 2 déclarations. Parmi les résolutions, nous avons par exemple la Potrena, ça porte sur la Potrena. Sur ce point, nous avons fait comprendre aux camarades que c'est en train de connaître une résolution parce qu'il y a eu dernièrement une réunion qui a regroupé 20 pays
où il y a des sociétés d'inspection, et certains pays ont décidé qu'à la fin des contrats de ces sociétés, que ces contrats ne soient plus renouvelés. Parce que je ne vous cache rien, parce que Cotecna est tellement budgétivore, elle n'apporte rien aux économies de nos États, elle est en train d'exiger l'État pour rien. Entre autres points, c'est les moyens de service. Par rapport à ce point, beaucoup de points ont été satisfaits. Nous avons reçu dernièrement une trentaine de véhicules de la part de l'État. Nous ne pouvons qu'encourager l'État à continuer parce qu'encore il y a des bureaux qui n'ont pas encore été dotés de ces véhicules. D'autres points, par exemple la